Bonjour et bienvenue. La BBC est plus qu'un simple groupe de chaînes de télévision et de radio. C'est un des grands vecteurs de la culture britannique au XXe siècle. On parle par exemple de King's English pour définir l'anglais parfait, l'anglais tel qu'il doit se bien parler. C'est un peu ironique quand on sait que cette branche de la dynastie a été fondée par Georges Ier, qui était un roi allemand qui ne parlait même pas anglais. En revanche, on peut parler de BBC English. En effet, les présentateurs de la BBC ont été choisis en fonction de la qualité de leur anglais parlé. Ils ont permis de répandre un modèle unique qui a permis à l'ensemble de l'Empire de s'unifier derrière une même façon de parler. Ce qu'on appelle aujourd'hui Received Pronunciation, c'est-à-dire la façon dont il faut normalement bien prononcer l'anglais, en tout cas l'anglais britannique, a été en grande partie définie par la BBC. Mais il n'y a pas que pour la langue que la BBC a joué un rôle important. Les programmes de la BBC et sa philosophie ont également imprégné la culture anglaise de façon à la fois novatrice, profonde et durable. La télévision anglaise, par exemple, ne ressemble à aucune autre. Je vous propose donc de voir ce qui a fait la spécificité et la réputation de la BBC. La British Broadcasting Company naît en 1922. C'est à ce moment-là une société privée qui commence à émettre grâce aux équipements de Marconi, qui s'est installé en Angleterre. Le développement de la radio aux États-Unis invite les Anglais à s'interroger sur ce nouvel outil. La logique purement commerciale qui prévaut aux États-Unis ne peut pas tout à fait se transposer en Angleterre. Aux États-Unis, après la guerre civile, on est arrivé à un équilibre durable entre l'autonomie des États et l'autorité fédérale. Ce n'est plus un enjeu. L'Empire britannique, en revanche, est une entité un peu fragile. 1922, c'est le moment notamment où l'Irlande commence à prendre son indépendance. Les différents États qui composent l'Empire ont des aspirations et des façons de concevoir les choses très très différentes. La BBC première version s'inscrit d'emblée dans une forme de logique de service public. Il ne s'agit pas seulement de distraire les citoyens de l'Empire, il s'agit de communier dans une façon commune de voir les choses et d'éduquer. La BBC veut d'emblée distraire en instruisant ou instruire en distrayant. On peut voir dans cette ambition de la BBC une manifestation de l'arrogance anglaise, ce sentiment de supériorité par rapport aux autres. Mais on peut aussi voir une forme de fibre sociale, assez peu courante dans les pays anglo-saxons. Dès 1926, la BBC évolue et devient la British Broadcasting Corporation. Dotée d'une charte royale et donc d'obligations envers le royaume, c'est une entité indépendante chargée de services publics. Son premier directeur, John Reith, qui était déjà directeur général de la BBC première version, va définir les grands principes qui vont faire le succès de la BBC. Ces grands principes sont au nombre de 4. Le premier de ces principes est l'absence de but lucratif. Une redevance de 10 pence est instaurée pour permettre à la BBC d'avoir des revenus durables et fiables et de fonctionner. Bien entendu, il faut qu'elle génère des profits, mais ces profits ne doivent pas bénéficier à certains spéculateurs. Ils doivent être réinvestis dans la chaîne pour avoir des programmes de grande qualité. John Reith était persuadé que c'était là l'une des premières conditions pour ne pas sombrer dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le populisme. Le deuxième principe, la chaîne devait être accessible à tous. Il ne s'agissait absolument pas de créer des programmes pour l'élite. Bien au contraire, il fallait que tous, indépendamment de leur classe sociale, indépendamment de leur niveau de culture, puissent communier dans une sorte de communauté de destin. Troisième principe fondateur, le monopole. C'est une logique assez peu anglaise. D'habitude, la concurrence est vue comme bonne et féconde. Mais s'agissant de programmes divertissants, John Reith pensait qu'il fallait ce monopole pour éviter de tomber dans les mêmes travers que la radio américaine, c'est-à-dire des programmes racoleurs un petit peu bas de gamme, dans le seul but de faire de l'audience. Enfin, la BBC devait faire en sorte de proposer à tous l'accès à la grande culture. Il s'agissait de tirer vers le haut.
John Reith partait du principe qu'il vaut toujours mieux surestimer l'intelligence des auditeurs plutôt que de la sous-estimer. Très vite, les Anglais et tous les sujets de l'Empire ont senti cette volonté de la BBC de les tirer vers le haut et de leur permettre de s'élever moralement et intellectuellement. Dans la culture anglaise, la BBC a donc tout de suite imprégné comme un instrument d'amélioration de chacun et non pas simplement une façon de se divertir. Même si certains programmes pouvaient paraître abscons, le but était tellement noble que la BBC a commencé à se forger sa réputation à ce moment-là. À partir de 1932, les premières expériences télé voient le jour. Le roi George V, par exemple, souhaite s'adresser à l'ensemble de son peuple, pour la première fois. Les émissions deviennent régulières à partir de 1936. C'est à la télévision qu'Édouard VIII annonce son abdication, et c'est à la télévision, pour la première fois, qu'on va voir un reportage sur le couronnement de George VI. Cela semble aller de soi aujourd'hui, mais pour l'époque c'est tout à fait nouveau. Ça permet à tout l'Empire de voir le roi et de se sentir impliqué dans son règne. En 1938, John Reith quitte ses fonctions. Sa philosophie va perdurer et imprégner non seulement la BBC, mais toute la radio et la télévision britannique au sens large. Même si les 4 principes fondateurs vont bien évidemment, avec le temps, être mis à mal les uns après les autres. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la BBC suspend ses programmes pour devenir un home service. Elle se met au service de l'effort de guerre pour relayer la parole de l'État. Non seulement l'État anglais, mais tous les États alliés. On connaît notamment très bien en France Radio Londres, ici Londres, les Français parlent au français, qui permet une meilleure coordination de l'effort de guerre. Après la guerre, les programmes réguliers reprennent et la BBC va se forger une réputation d'impartialité et d'honnêteté. Les gouvernements vont et viennent, le roi reste et la BBC devient un peu comme une institution royale. Elle reste et elle est indépendante des gouvernements. Alors en réalité, elle n'a pas toujours été complètement objective. Mais les sujets de l'Empire considèrent que s'ils partagent le point de vue et la façon de voir de la BBC, c'est qu'elle est objective. Toujours plus facile de faire confiance à quelqu'un qui pense comme vous qu'à quelqu'un qui ne pense pas comme vous. En 1953, le couronnement d'Élisabeth II est diffusé en direct à la télévision. C'est la première fois que le monde entier va pouvoir voir le monarque en même temps, au même moment. Ça a joué un rôle très important pour cimenter l'Empire britannique à un moment où il commençait à se déliter par ailleurs. Mais juste après ce grand moment de télévision, cet apogée de la BBC, elle va être confrontée à un nouveau défi de taille, la fin du monopole et l'arrivée de la concurrence. En 1955, ITV, Independent Television, obtient l'autorisation d'émettre elle aussi. Alors ITV a quelques avantages sur la BBC. Elle n'est pas tenue par la charte qui lui impose un certain nombre de règles. Elle est régie par une logique commerciale, on peut donc s'attendre à ce que la qualité des programmes soit moindre que sur la BBC et que les programmes soient un peu plus racoleurs. C'est un peu l'effet qu'on a eu avec la boîte à cons lorsque TF1 a été privatisé au début des années 1990. Or, il n'en a rien été. Certes plus libre que la BBC dans ses choix éditoriaux, ITV va s'engager dans le sillage de la BBC et ne pas sombrer à la facilité. Alors on a beaucoup discuté pour savoir s'il y avait une culture BBC et une culture ITV. En réalité, la porosité est assez grande. On a même certains programmes, comme le très fameux Benny Hill Show, diffusé de 1955 à 1989, d'abord diffusé sur la BBC, puis sur ITV. On se retrouve
trouve donc face à une sorte d'alignement de BBC One maintenant sur ITV, qui elle-même s'est en fait engagée dans le sillage de la BBC. En réponse à l'arrivée de la concurrence, la BBC très vite a cherché à renforcer son image de leader et d'éducateur. 1957, on voit arriver les premiers programmes pour enfants, et les adaptations d'œuvres littéraires vont se multiplier pour devenir un des grands marqueurs de la chaîne, permettant au plus grand nombre d'accéder à la grande littérature, ou au moins au contenu de l'histoire de la grande littérature. Très vite, les documentaires, à leur tour, vont évoluer vers quelque chose d'un peu plus ludique. La série Life, par exemple, de David Attenborough, diffusée de 1979 à 1990, sont un cas d'école de la qualité des documentaires produits par la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est que les Britanniques se sont tellement habitués à la vision de la télévision, enfin de la radio et de la télévision de Reith, que les audiences de BBC One, BBC Two et ITV s'équilibrent. Les trois font à peu près le même nombre de spectateurs. Il y a tout de même un domaine dans lequel ITV n'a jamais été capable de concurrencer la BBC, ce sont les informations. Le fameux 9 o'clock news, le grand journal du soir de la BBC, a toujours dépassé ITV. Alors ITV, plutôt que de chercher à lutter contre un leader contre lequel il savait très bien que de toute façon il n'était pas compétitif, ont décidé de faire un peu la même chose que ce qui est arrivé en France quand Canal+ est arrivé. Plutôt que de faire un journal face aux 20h de TF1, ils ont mis en place des programmes humoristiques. Sur ce plan, la BBC n'est pas restée inactive. Alors, pas sur le créneau du 9 o'clock, puisque ça c'est toujours le journal, ils ont tout de même ouvert largement leur antenne à de l'humour très anglais, notamment le très célèbre Monty Python's Flying Circus, Monty Python, the Flying Circus. mais également Allo Allo, Blackadder, Mr Bean et bien d'autres. Dans l'audace et la démesure, la BBC va jusqu'à proposer un programme un petit peu violent et particulièrement vulgaire, la série Bottom. C'est drôle, mais ça ne correspond pas tout à fait à la vision que John Reith devait se faire de tirer le public vers le haut. C'est plutôt le genre d'émission qu'on aurait pu attendre sur ITV. Les grands principes de Reith ont donc été mis à mal. Le monopole a disparu, on s'est ouvert à des programmes plus distrayants qu'instructifs, mais le plus grand changement dans la philosophie de départ arrive en 1995, lorsque tombe le principe de non-profit. La BBC est face à un nouveau défi. L'arrivée des chaînes satellites, l'arrivée du câble, va imposer une diversification beaucoup plus grande. On va ouvrir beaucoup de nouvelles chaînes BBC, BBC World, BBC News, tout ce que vous voulez. Et pour les financer, il va bien falloir gagner plus d'argent. Et gagner plus d'argent veut dire rentrer dans une logique purement commerciale à laquelle la BBC s'était refusée jusque-là. Fatalement, la qualité va baisser. Si on prend l'exemple des jeux télévisés, jusque-là, les jeux télévisés, c'était celui qui est le plus instruit, celui qui a le plus de connaissances l'emporte. À partir de 1995, on va voir arriver des émissions comme The Weakest Link. Le but n'est pas d'être le plus instruit, mais de virer celui qui est le plus instruit et donc le plus dangereux. On n'est plus du tout dans la même logique. Même dans le domaine de l'information, qui jusque-là était l'un des grands piliers de la réputation de la BBC, l'amateurisme va finir par arriver. Une séquence notamment extrêmement connue où on se trompe d'invité. On devait inviter un expert sur le plateau et c'est en fait un chauffeur de taxi qui était venu postuler un emploi à la BBC qui a été passé en plateau sans que les présentateurs ne s'en aperçoivent. Aujourd'hui, même si certains programmes ont baissé en qualité,
les documentaires et les adaptations d'œuvres littéraires restent incontestablement les meilleurs sur la BBC. C'est finalement sa destination première. C'était l'ambition que John Reith avait, qui a survécu à la disparition des 4 grands principes. Voilà pour ce rapide survol de l'histoire de la BBC. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.